Alors, notre nouveau module, la neurobiologie, donc l'étude du système nerveux, c'est un système qui est très, très, très intéressant dans votre corps, mais aussi un système très complexe. Donc, on va tenter de résumer ça le plus facilement possible. Si tu as des questions plus approfondies, tu peux me les poser ou tu peux faire ta recherche sur Internet. OK, alors le système nerveux a plusieurs rôles dans ton corps. Il sert de communication entre toutes les parties de ton corps. C'est lui qui va tout lire, interpréter, analyser les changements dans ton environnement, donc ce qui t'entoure, aussi les changements dans ton corps. Puis, après ça, il va prendre des décisions. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour assurer le bon fonctionnement de ton corps? C'est lui qui permet le mouvement, puis c'est lui qui fait le bon fonctionnement de ton corps en fonction de l'analyse qu'il va faire de l'environnement puis de ton corps. C'est comme si il y a toutes des petites électrodes un peu partout qui mesurent la température, la pression, la concentration des solutés, blablabli. Puis il évalue tout un paquet de facteurs dans l'environnement puis dans ton corps. Puis il interprète ça puis il dit OK, ben, c'est qu'il manque d'oxygène dans le sang, puis s'il y a trop de dioxyde de carbone, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, il va prendre la décision pour assurer le bon fonctionnement, parce que c'est pas bon dans ton corps manquer d'oxygène et avoir trop de CO2. Alors, il va améliorer, il va pas améliorer, il va accélérer, un exemple, ta respiration. Tu vas commencer à respirer plus rapidement. Ton cœur va commencer à battre plus vite pour être capable de circuler plus de sang. Donc, il va réagir face à ce qui se passe dans ton corps et dans l'environnement. Le système nerveux dans ton corps est divisé en deux sous-systèmes. Donc, on le divise en deux branches comme ça. Il y a le système nerveux central, le SNC, qui, lui, inclut deux parties importantes, donc l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale inclut ton cerveau, le cervelet, puis le tronc cérébral qui est derrière ta tête. Puis la moelle épinière, c'est le long tube qui descend et est protégé par tes vertèbres dans ta colonne vertébrale. Qu'est-ce que le système nerveux central, le SNC, sert? Il va tout analyser l'information qui provient de tout ton corps, donc du système périphérique, on va en parler juste après. Il va tout prendre les décisions importantes. OK? N'oubliez pas deux parties pour le système nerveux central, ton encéphale, qui inclut ton cerveau, ton cervelet, puis ton tronc cérébral derrière, et ta moelle épinière. Ensuite de ça, tu as le système nerveux périphérique. Périphérique veut dire autour, dans la périphérie. Donc ça inclut tous tes nerfs, OK, qui partent de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, puis qui vont aller partout dans ton corps. Tu en as jusqu'au bout de tes doigts. Tu as des nerfs partout. Et ton système nerveux périphérique, il va servir à faire de la communication entre tous tes organes et le système nerveux central. Puis c'est tes nerfs. OK? Alors, un petit diagramme ici, en bleu foncé, c'est ton système nerveux central, donc ton encéphale avec ta moelle épinière. Dans l'encéphale, tu as le cerveau, le cervelet qui est en bas ici et ton tronc cérébral qui apporte à ta colonne vertébrale. Donc ça, c'est ton système nerveux central. Et en bleu pâle, tu as le système nerveux périphérique qui sont tous tes nerfs qui descendent dans toutes les parties de ton corps. Tu en as partout, partout, partout. C'est tes nerfs. Alors maintenant, on va aller voir chacun de nos deux sous-systèmes, puis on va aller les gruger plus en détail un petit peu. Alors, on va commencer avec le système nerveux périphérique, donc qui est tous tes nerfs. Il est divisé en deux parties, l'autonome puis le somatique. OK, on va commencer avec l'autonome. Autonome veut dire par soi-même. Donc, le système nerveux périphérique autonome transfère de l'information de façon involontaire. Donc, ça se fait tout seul. Donc, il va analyser l'information enregistrée par tes organes sensoriels, ta peau, tes yeux, ton odorat, ton goût, ton ouïe. Donc, il va tout enregistrer cette information-là. Et puis ça se fait tout seul. Puis il va envoyer ensuite de ça, le cerveau va tout analyser ça, va prendre une décision et il va envoyer des commandes, par exemple, à tes muscles lisses, dans ton estomac, par exemple. On a vu que l'estomac était fait de muscles lisses.
à tes muscles cardiaques, donc ton cœur, et puis aussi à tes glandes. OK? Parce que tes glandes influencent beaucoup au niveau de l'homéostasie, OK? Donc le contrôle de l'équilibre. Alors, le système nerveux périphérique, les nerfs, apportent l'information qui vient des organes sensoriels. Le système nerveux central l'évalue et il envoie des signaux, des informations ou des, si on peut dire, des actions que ton corps doit prendre. Puis ça se fait automatiquement, ça se fait de façon autonome. Donc, tu n'as aucun contrôle sur cette partie-là. Puis ton système nerveux autonome est divisé en deux branches. Okay? Tu as le système nerveux périphérique autonome sympathique. Il est très gentil, lui. Puis, tu as le système nerveux périphérique autonome parasympathique. Alors, le sympathique, vu qu'il est dans l'autonome, il se fait tout seul. Ça, on a déjà parlé dans mes vidéos plus tôt, c'est lorsque tu es en situation de grande peur, où tu dois soit t'enfuir ou réagir rapidement. Donc, tu es vraiment en situation pour ta vie. C'est le système sympathique qui va relâcher l'adrénaline sous cette situation dangereuse-là. Puis ça, on a déjà parlé, donc ça va faire ton cœur battre plus rapidement, ça va ouvrir tes bronches, tu vas respirer beaucoup plus d'oxygène, il va y avoir une grande libération de sucre dans ton sang pour permettre à tes muscles de fonctionner très rapidement. Ça va te permettre d'avoir une activité presque surhumaine, OK? On entend parler des fois, il y a des accidents, puis il y a une personne qui est capable de lever une voiture là, par elle-même. Ben, à moins que tu t'entraînes là, pendant 5-10 ans pour faire ça, habituellement, tu n'es pas capable de le faire. Mais tu peux faire des efforts vraiment qui sont très, très au-delà de ce que tu peux faire en situation normale. Fait que cette adrénaline-là, qui est une hormone qui excite ton corps, qui le fait réagir, elle ne peut pas rester trop longtemps dans ton corps. Elle ne peut pas tout le temps rester en état de panique. Même. Il faut que tu te calmes. Une fois que le danger est parti, il faut que tu te calmes. Puis ça, c'est l'autre système autonome qui va venir faire le contraire. C'est le système autonome parasympathique. Et donc, il va relâcher d'autres sortes d'hormones qui vont permettre à ton corps de décompresser après cette situation dangereuse-là. Puis dans ton système autonome, tu as aussi des ganglions. Les ganglions, on les a vus, c'est des petites masses qui relâchent beaucoup d'hormones. On les retrouve surtout proches de la colonne vertébrale, en dessous des bras, puis on avait vu beaucoup dans les intestins, proches des intestins, là, dans le bas-ventre. Puis c'est les ganglions qui vont relâcher ces hormones-là du système sympathique et parasympathique. Alors ça se fait tout seul, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Maintenant, le système nerveux périphérique, donc tes nerfs, vont aussi faire une partie qui est somatique. Et là, ça va transmettre de l'information de façon volontaire. OK? Alors, si toi, tu vois quelqu'un que tu reconnais, ben volontairement, tu vas vouloir regarder cette personne-là, puis tu vas vouloir que ton corps réagisse, tu vas vouloir aller la voir, cette personne-là. Et ça, c'est la partie plus volontaire. Donc, tu vas analyser avec tes organes sensoriels, puis tu vas envoyer des commandes à tes muscles squelettiques. Donc là, tu vas pouvoir aller marcher, donner une accolade, donner un bec, donc ça, c'est ta partie volontaire. OK? Alors ça conclut un peu l'information du système nerveux périphérique. Alors, tu as la partie qui se fait automatiquement pour assurer une homéostasie de ton corps. Ça, c'est la partie autonome. Tu as une partie aussi où c'est plus volontaire. C'est plus toi qui décides comment ton corps va réagir. Ça, c'est la partie somatique. OK. Fait que maintenant, on va passer un peu plus de temps sur notre système nerveux central. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus, le fameux cerveau. Hein? Donc, deux parties à notre système nerveux central, notre SNC. Je l'ai déjà dit. Donc, tu as ton encéphale qui englobe ton cerveau, ton cervelet qui est derrière et ton tronc cérébral. Puis, tu as ta moelle épinière qui descend le long de la colonne vertébrale. Ton système nerveux central va permettre l'analyse de tout ce qui rentre par le système nerveux périphérique et va permettre le bon fonctionnement du corps. Alors, si on regarde un peu plus l'encéphale, qu'est-ce que ça ressemble? Alors, je sors mon crayon ici. Alors, ici, la plus grosse partie de ton encéphale, c'est ton cerveau.
OK? On va voir le cerveau beaucoup plus en détail avec ses lobes un peu plus tard. En arrière ici, ça ressemble à une feuille quand on le représente sur des dessins. Ça, c'est notre cervelet. On va aller voir à quoi il sert aussi plus tard. Et juste ici, ça, c'est la région du tronc cérébral. OK? Qui inclut, entre autres, ton bulbe rachidien qui est juste ici. Ça aussi, on va aller voir à chaque partie à quoi elles servent. Autour de ton cerveau, tu as les méninges. Les méninges, c'est 3 couches de tissu un peu spongieux, là, du tissu. Puis ça permet à ton cerveau d'avoir un peu de mouvement à l'intérieur du crâne. Puis ça va protéger ton cerveau. Okay? C'est comme une couche de protection autour de ton cerveau. Donc, quand on dit un remue-ménage, là, c'est pour dire qu'on sort toutes sortes d'idées, on dit un remue-ménage, le brainstorming en anglais, on dit remue-ménage. Ben, ça veut dire que je suis en train de shaker cette couche de protection-là. Ça fait aucun bon sens. OK? Ça fait zéro bon sens du point de vue biologie parce que si tu es en train de sortir des idées, faire un brainstorming, tu n'es pas en train de secouer tes méninges. Tes méninges, c'est une couche de tissu qui protège ton cerveau. Tu es en train d'activer ton cerveau. OK? Donc, ça, c'est une expression que je trouve un peu comique. Moi, je l'entends. Puis je pense que c'est ça, le tronc cérébral, ici, c'est une région, va devenir éventuellement ta moelle épinière qui va descendre dans ta colonne vertébrale. OK. Alors, mon cerveau comme tel, faites attention, hein, le cervelet n'est pas dans le cerveau, c'est une partie à côté. Donc, ça, c'est mon cerveau. Et il y a 1, 2, 3, 4 lobes. OK? Donc, c'est des sections du cerveau, c'est tout attaché ensemble. Puis, ils sont divisés visuellement par des sillons. OK? Donc, on voit des sillons comme ça, c'est comme des petites divisions. Et chaque lobe a des tâches particulières, des tâches spécifiques. Donc, voyons l'exemple ici. OK? Donc, le lobe frontal, donc frontal, ça veut dire c'est en avant, ou ce qui est ton front. Donc, la partie du devant de ton cerveau, donc là, imagine, là, ça c'est le devant, ça c'est ta tête, ici, là. Puis ici, tu aurais tes yeux, là. Tiens, on va faire des beaux yeux. OK, puis là, tu aurais ton nez, puis là, tu aurais ta bouche. Puis là, ici, ça c'est ton cou, puis là, tu aurais tes oreilles ici. OK? Là, voyez-vous le cerveau? Donc, de ce côté-là. Comme ça. Donc, ton lobe frontal, qui est la partie du devant, va faire beaucoup de résolution de problèmes. Okay? Donc, quand il y a un problème, on essaie de le résoudre. Beaucoup de raisonnement. C'est aussi la partie qui est importante pour la conversation, donc pour entretenir une discussion avec une autre personne. Les traits émotionnels, donc les émotions. Puis l'activité motrice volontaire. Donc, quand tu décides de pomper ton muscle, c'est ton lobe frontal qui décide de ça. OK? Donc, la partie du devant s'occupe de ça. Ensuite de ça, on a le lobe pariétal. Donc, ça, c'est comme celui un peu en haut de la tête, là, ici, derrière, en haut. OK? Lui, il fait la différence entre la gauche et la droite. Il s'occupe de la lecture. Il s'occupe de l'orientation spatio-corporelle. Donc, c'est lui qui analyse comment ton corps se situe dans l'espace. Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu es couché? Est-ce que tu as la tête à l'envers? Donc, c'est lui qui s'occupe de te positionner dans l'espace. C'est lui aussi qui a rapport avec les sensations. Ensuite de ça, on a le lobe temporal qui est sur les côtés ici, là. OK, où est-ce qu'il est tempes? OK, juste ici. Le lobe temporal, je l'ai mis ici. Donc, lui, il va beaucoup gérer ton comportement, donc comment tu vas réagir en différentes situations, ta mémoire, l'audition. Donc, tout ce qui rentre par tes oreilles, c'est ton lobe temporal qui va l'analyser. Puis la compréhension du langage, de la langue. Wow, il y a une erreur de français. Ha ha, je vais aller le corriger. Donc, c'est ça. Compréhension de la langue. Une langue comme le français, l'anglais, l'italien. OK? Moi, je dois vous dire que ce lobe-là n'est pas très performant pour moi. J'ai pas une très grande mémoire. Je ne suis pas auditive du tout et c'est très difficile pour moi d'apprendre une autre langue. Donc, c'est pas mon lobe le plus fort.
Ensuite de ça, derrière la tête, donc ici, là, ok, juste en haut du cervelet, on a le lobe occipital. Et lui, il s'occupe de tout ce qui est la vision, donc ce que tu vois, puis la perception des couleurs. Ok, donc ça, c'est ton lobe occipital. Ensuite de ça, on a le cervelet qui est juste en dessous ici, donc derrière ta tête, ok, dans le bas de ta tête. Ce n'est pas ça fait pas partie du cerveau, c'est une partie séparée, mais comme ils sont côte à côte. Ton cervelet va contrôler ton équilibre, ok, ta coordination. Donc, un exemple, je sais pas moi, mettre un fil dans le chat d'une aiguille. Donc, ça prend dans le petit trou de l'aiguille, ça prend énormément de coordination. C'est ton cervelet qui va t'aider avec ça. Puis, c'est aussi ton cervelet qui contrôle pas mal tous tes muscles. Et finalement, ici, ton tronc cérébral, là, qui est le lien entre ton cerveau et ta moelle épinière, fait beaucoup de choses importantes. Il contrôle ta respiration, ta température corporelle, ta digestion, ta vigilance. Ça veut dire être à l'affût de ce qui se passe autour de toi. Ton ingestion, donc avaler, la déglutition, donc avaler. C'est tout ton tronc cérébral qui va faire ça pour toi pour t'assurer que tout ça, ça va bien. Donc, le tronc cérébral est assez important. Maintenant, on va aller voir chacune des parties qu'il y a, puis on va aller voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se dédoubler un peu de ce que je viens de vous expliquer. Alors, premièrement, les méninges, donc ça, on en avait parlé, c'est les 3 couches de tissu autour de ton cerveau, donc entre le cerveau puis le crâne, le squelette de ta tête, qui va protéger le cerveau. Donc, ça permet un petit mouvement de cerveau pour pas que le cerveau est tout le temps en train de claquer contre le crâne. OK? Ça viendrait à blesser ton cerveau. Donc, il y a une petite couche autour spongieuse qui va protéger. Ton cerveau, ben, lui, il analyse les informations qui rentrent de ton système nerveux périphérique. Il va traiter, envoyer des signaux nerveux. Il va se charger de tout ce qui est tes comportements très complexes, ton intelligence, ta mémoire. Il fait vraiment de tout ton cerveau. L'hypothalamus. Je pense que j'ai une photo un peu plus tard de où se situe l'hypothalamus, aussi dans la première diapo. Donc, c'est une petite partie qui va faire beaucoup de choses. Elle va contrôler ta faim. Donc, quand tu manges, à un moment donné, tu viens une sensation que tu es pleine. Tu as différents symptômes, là, différentes choses qu'il fait, mais quand tu vas dire, ah, je commence vraiment à être pleine, c'est ton hypothalamus qui va t'envoyer ce signal-là. C'est lui qui contrôle la température corporelle, la concentration en eau dans ton sang. C'est le centre de contrôle du système nerveux périphérique autonome. Donc, tout ce qui est l'adrénaline, système parasympathique et sympathique, c'est ton hypothalamus qui va contrôler ça. Donc, il envoie des messages au système sympathique. Ensuite de ça, tu as le bulbe rachidien. Ça, je vous l'avais montré dans une des premières diapos. Là, il se situe dans la région du tronc cérébral. Lui va contrôler ta tension, donc dans ton sang, ton rythme cardiaque, ta respiration et même tes réflexes. Les réflexes, on va voir un peu c'est quoi, mais c'est quand tu pèses à une certaine place, il y a automatiquement une réaction qui se fait. Là. On voit souvent ça, souvent dans les films, là, les médecins prennent un petit marteau puis ils tapent sur le genou, puis là, tu as la jambe qui lève. Là. Ben, ça, c'est un réflexe. C'est contrôlé par ton bulbe rachidien. Puis on le voit un petit peu plus tard aussi dans une autre, je pense que c'est dans une autre diapo. Là. Donc, le tronc cérébral, je vous disais, c'est une section entre ton cerveau et la moelle épinière. Donc, c'est une voie de passage. Puis, ça inclut le bulbe rachidien. Tu as ton cervelet. Ton cervelet, il coordonne tout ce qui est le système musculaire, ton équilibre, ta coordination. Puis, il s'occupe aussi du système nerveux périphérique somatique, parce que le somatique, c'est les muscles de ton corps. On continue. OK, beaucoup d'autres ici. Là, il y a l'hypophyse. C'est 2 petites glandes qui sont situées derrière ta tête, là, proche du tronc cérébral. Puis ces 2 glandes-là sont commandées par l'hypothalamus. Puis ces glandes-là vont produire toutes sortes d'hormones vraiment importantes pour ton corps. Tu peux aller voir sur Internet là, toutes les hormones que les hypophyses vont faire.
Je vous en ai sorti quelques-unes ici. Il y a là, hey, là, ça me prend de la lecture. La corticotrophine, elle va contrôler ton taux de sucre. OK? Donc, tu veux t'assurer que ton sucre est à peu près constant. Donc, c'est l'hypophyse qui va libérer cette hormone-là pour contrôler ton taux de sucre. Tu as la somatotrophine, qui est une autre hormone qui, elle, va permettre la croissance. Tu as l'hormone folliculostimulante, qui, elle, va libérer différentes sortes d'hormones qui vont permettre à ton système sexuel de fonctionner. Donc, par exemple, la production des ovules puis des spermatozoïdes, etc. Donc, ça relâche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hormones, l'hypophyse, des hormones qui vont permettre le bon fonctionnement de ton corps. Ça, c'est quelques exemples. Une autre partie dans l'encéphale, tu as le thalamus. Le thalamus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va recevoir l'information qui vient de tes organes sensoriels. Donc, tout ça qui va rentrer de la part de ta peau, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, ça va d'abord passer par le thalamus, puis le thalamus va genre trier cette information-là, puis il va la transmettre au bon lobe. Donc, on avait vu que certains lobes avaient certaines fonctions. Donc, le thalamus va prendre l'information sensorielle et l'envoyer au bon lobe pour que ce soit bien interprété. OK, la moelle épinière. Donc, ça, c'est le long tube que tu as dans ton dos. C'est entouré des vertèbres. Donc, c'est une route de transport. Ça transporte l'influx nerveux, donc l'information nerveuse entre les organes puis le cerveau. Puis là, j'ai remis un autre petit résumé des différents lobes. Donc, le lobe frontal te permet de bouger, beaucoup de raisonnement mathématique. Le lobe temporal, où on sent tes tempes, perception auditive, donc il écoute, puis l'apprentissage du langage. Le lobe pariétal, celui-là qui est comme là, sur le dessus de la tête, un peu en arrière, donc s'occupe beaucoup de la peau, les muscles, le goût aussi. Puis le lobe occipital, qui est le petit lobe qui est derrière ta tête, lui s'occupe de tout ce qui est la vision. OK. Donc, la moelle épinière, on ne la voit pas beaucoup plus en détail que ça. Donc, c'est un gros tube fait de neurones. On va voir les neurones plus tard. Puis, elle se divise en petits embranchements, des petites branches qui sont les nerfs qui vont se rendre dans le plus bout de tes doigts puis de tes organes. Puis, c'est entouré par une série de vertèbres. Chaque vertèbre est séparée par un disque vertébral qui est comme du cartilage un peu mou, qui va permettre un certain mouvement des vertèbres. Ça, c'est une radiographie d'une vertèbre et de la moelle épinière d'un bébé souris, je pense, un embryon de souris, donc minuscule. Fait que tu vois la moelle épinière qui est juste ici. Et elle est entourée de la vertèbre qui est juste ici, OK? Un morceau d'os. OK, maintenant, tous tes nerfs, tout ton cerveau, ta moelle épinière, ce sont des cellules très spéciales qui sont à l'intérieur du système nerveux. Des cellules très différenciées. Ça veut dire que les cellules différenciées ont atteint une certaine forme, une certaine grosseur, un certain nombre d'organismes, dépendant leur fonction. Si je rappelle un peu à une ancienne vidéo, lorsqu'on avait parlé des muscles, on avait dit que les cellules musculaires, les fibres musculaires, avaient beaucoup de mitochondries pour faire la respiration cellulaire, pour activer le muscle. Okay? Donc, chaque cellule, dépendant où elle se situe, va se développer pour sa fonction. Alors, le neurone est une cellule très spéciale, très différente des autres cellules, parce qu'elle est différenciée, elle a été adaptée à être dans le système nerveux. Et pourquoi elle est très spéciale? Parce qu'il y a un courant électrique qui passe à travers cette cellule-là. Puis le courant électrique s'appelle l'influx nerveux. Donc, c'est l'information nerveuse. C'est comme ça que l'information circule. On a un exemple, c'est le bout de tes doigts puis ton cerveau. Alors, voici la forme d'une neurone, la cellule nerveuse. Elle est très allongée, donc elle a un long tube dans le milieu. OK?
Puis, d'un bord, ça, c'est le plus gros de la cellule. OK? La cellule est ici. À l'intérieur, ici, on a des organites, on a du cytoplasme, on a un noyau. Et ensuite de ça, la cellule va se diviser en plein de petites branches ici, qu'on appelle des dendrites. OK? On va voir que plus de dendrites que tu as, plus que tu peux faire de communication nerveuse. De l'autre côté, tu as un autre petit paquet d'arbres qui s'appelle les arborisations terminales. C'est ça. Dans le long tube du milieu, on a ce qu'on appelle une gaine de myéline. OK? Donc, ça, c'est tous les tubes jaunes ici, là. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que vu qu'on transmet un courant électrique à travers le neurone, on a besoin d'avoir une espèce de produit qui va protéger le courant électrique pour pas qu'il s'en va ailleurs. Donc, c'est comme une couche protectrice. Chaque petit noyau, on appelle ça la cellule de Schwann. Donc, chaque partie jaune ici, c'est une cellule de Schwann, une cellule de Schwann, une cellule de Schwann, une cellule de Schwann, une cellule de Schwann. Puis, toutes les cellules de Schwann ensemble, le long du long tube, s'appelle la gaine de myéline. Et entre chaque cellule de Schwann, il y a comme une espèce de petit vide. Je vais mettre une autre couleur, là. Donc, le petit vide ici, on appelle ça un nœud de Ranvier. Donc, physiquement, elle est très spéciale. Donc, voici un peu qu'est-ce que ça ressemble vu au microscope là, avec, ils ont mis du colorant là. Ça, c'est le gros de ma cellule. On appelle ça le corps cellulaire. Là-dedans, il y a ton noyau qu'on ne voit pas. Il y a tes organites. Ici, on a toutes tes dendrites. OK. Ici, on a notre tube, l'axone. Puis, au bout, on a des terminaisons. Donc, revoilà un autre dessin avec un peu moins d'informations. Le courant électrique, OK, arrive par les dendrites. Donc, l'information arrive, va rentrer dans la dendrite ici. Puis là, il va y avoir un espèce de choc électrique qui va se faire tout le long de la cellule. Ça va rentrer sur l'axone, qui est le long tube ici. Ça va suivre comme ça. Puis, ça va se rendre dans les terminaisons, comme ça. Puis, les terminaisons, eux autres, ben, ils touchent les dendrites d'un autre neurone. Puis là, l'information va passer de là à ces dendrites-là, puis là, ça va continuer. Donc, la propagation des messages, là, la façon que l'influx nerveux passe dans le neurone, c'est des dendrites à travers l'axone, la gaine de myéline protège tout ça, puis ça arrive aux terminaisons. OK, ça dit termine. Le courant électrique termine aux terminaisons nerveuses et rentre dans les dendrites du prochain neurone. Qu'est-ce que ça sert le neurone? Ben, d'abord, physiquement, c'est le bloc de construction du système nerveux. Donc, je mets un neurone au bout d'un autre neurone, au bout d'un autre neurone, au bout d'un autre neurone, puis ça crée un long chemin d'information pour transmettre l'information, l'influx nerveux de tes organes sensoriels, de ton corps jusqu'à ton cerveau. Donc, il va permettre le transfert d'information. C'est justement ça que j'ai dit. Je n'avais pas lu la phrase. Donc, c'est quoi sa fonction? Bien, sa fonction vient de sa structure. Donc, rôle de chaque partie. Donc, dans ton corps cellulaire, qui est la grosse partie ici. Donc, ça, c'est c'est comme le gros de ta cellule. C'est ça qui va permettre à la cellule d'être vivante. OK? Donc, elle aussi, elle a une activité, elle a un métabolisme, puis elle doit vivre. Donc, ça se fait principalement dans le corps cellulaire. L'axone, ça, c'est le long tube ici. OK? Alors, l'axone est entouré d'une gaine de myéline qui va protéger l'influx nerveux. La gaine de myéline est faite par plusieurs genres de petites boules qui s'appellent les cellules de Schwann. Puis, entre chacune des cellules de Schwann, tu as les nœuds de Ranvier. Attachés au corps cellulaire, tu as des espèces de branches d'arbres qui s'appellent les dendrites, qui vont recevoir le signal nerveux d'un autre neurone.
à la fin, tu as les terminaisons nerveuses, ou on appelle aussi ça le bouton terminal. Vous allez voir, il y a toutes sortes de noms pour ce bout-là. Donc, ça, c'est la fin de l'influx nerveux dans mon neurone, puis ça va transmettre l'information au prochain neurone. Puis, on va voir en détail dans la synapse comment ça fonctionne, cette transformation-là, ce transfert d'influx nerveux ici. On a 3 sortes de neurones dans ton système nerveux. On a les neurones sensoriels qui possèdent des terminaisons nerveuses dans un organe sensoriel. Donc, dans tes yeux, ton nez, tes papilles, ton oreille, puis toute ta peau. OK? Donc, les neurones sensoriels qui sont reliés avec un organe sensoriel. Tu as les interneurones qui servent de lien entre les neurones sensoriels et les neurones moteurs. Puis le neurone moteur, lui, il reçoit le signal du système nerveux central, puis il va déclencher la contraction d'un muscle, que ça soit volontaire ou pas. OK? Donc, l'information rentre par le neurone sensoriel, passe par un interneurone et se rend au neurone moteur pour faire une action musculaire. Alors, voici l'arc réflexe. Un danger va stimuler dans les terminaisons nerveuses d'un neurone sensoriel. Okay? Donc, un exemple, là, je touche quelque chose de très chaud. Okay? Je viens de faire un bon gâteau aux bananes et à l'érable. Pour de vrai, là, c'est vraiment bon. Puis, en mettant mon cure-dent, j'ai touché le dessus de ma main sur le dessus du poêle. Okay? Vous savez qu'est-ce qui est arrivé, hein? Automatiquement, ma main a baissé. Ça a été un réflexe. On appelle ça l'arc réflexe. Donc, mon danger, c'était que j'étais en train de me brûler. Cette sensation-là de brûlure a été détectée par mes neurones sensoriels qui sont attachés à ma peau. L'information est partie de ma peau, est montée dans les interneurones, est arrivée à la moelle épinière. Puis la moelle épinière, elle est quand même assez intelligente, si on peut dire. Elle est programmée pour savoir que si c'est dangereux, il faut qu'elle réagisse tout de suite. Parce que même si c'est très rapide, l'influx nerveux, ça prend quand même plus de temps à monter au cerveau. Le cerveau l'analyse. Aïe, 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 c'est chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la main. Le cerveau enverrait l'information au neurone moteur pour baisser ma main. Ça prendrait quelques millisecondes de plus. Alors, ta moelle épinière, si elle détecte un danger avec un de tes organes sensoriels, elle va automatiquement, dès que ça va toucher la moelle épinière, elle va automatiquement prendre la décision de donner une information au neurone moteur, puis le mouvement va avoir lieu. Alors, je vais baisser ma main. Ça se fait en quelques millisecondes, là. Ça se fait presque automatique. Sauf que si tu prenais le temps d'envoyer l'information à ton cerveau et de la retourner à ta peau, à vos muscles, ça prendrait encore quelques plus millisecondes, puis il risquerait de te brûler encore plus. Alors, le réflexe est là pour te sauver dans des situations dangereuses. Mais pendant ce temps-là, l'influx nerveux qui arrivait à la moelle épinière envoyait un signal au neurone moteur de bouger le muscle, mais l'influx nerveux a continué à monter au cerveau. Il fallait quand même que le cerveau l'analyse. Le cerveau a analysé le danger, il a réalisé que c'était un danger, mais par le temps qu'il réalise que c'est un danger, ta main est déjà enlevée. OK? Mais là, tu ressens la douleur, par contre, à ce moment-là. OK? Tu as une sensation de brûlure. Tu enlèves ta main avant même que tu ressens que ça brûle. C'est à cause de l'arc réflexe. Donc, voici un petit schéma pour visualiser l'arc réflexe. Donc, tu as une sensation qui est perçue dans un neurone sensoriel. Ça va envoyer l'influx nerveux jusqu'à la moelle épinière. La moelle épinière va automatiquement envoyer un influx nerveux au neurone moteur pour faire baisser ou enlever ta main, dépendant quelle position que tu es dedans. Et une fois que ça s'est fait, l'influx nerveux qui rentrait va quand même monter à ton cerveau et être analysé. Donc, l'arc réflexe essentiel pour ta survie.